Bienvenue dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous verrons le sujet « Drogue et alcoolisme ». Nous verrons que cette conférence est très importante, car elle nous montrera l'urgence d'éliminer ces deux défauts de notre psychologie, puisqu'ils rendent impossible tout progrès dans le travail intérieur. Et il est important de réaliser que nous tous, à un degré plus ou moins grand, avons nourri ces défauts. Cependant, nous considérons souvent que seuls ceux que nous considérons comme vicieux ont un problème avec l'alcool et la drogue. Mais aujourd'hui, nous allons analyser comment petit à petit, si nous ne travaillons pas sur les petits détails qui nous amènent à céder à ces défauts, nous finirons par tomber à des niveaux de consommation de plus en plus élevés, d'une vie à le suivant. De plus, et c'est un autre des objectifs de cette conférence, nous comprendrons qu'en réfléchissant et en éliminant ces défauts en nous, nous saurons aider les personnes touchées par ces deux défauts à se régénérer. Nous allons voir que peu importe à quel point nous sommes tombés dans la drogue ou l'alcool, nous pouvons nous en sortir, et aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons le faire. Commençons à parler d'alcoolisme. Et pour faire une compréhension objective de ce sujet, nous allons aborder ce défaut de l'alcoolisme pour ce qu'il est vraiment, un démon très fort et très subtil, qui lentement et agréablement nous attire et nous piège, jusqu'à ce qu'il parvienne à nous contrôler et à nous soumettre. Nous allons étudier et comprendre quelles sont les devises de cette entité psychologique, ses caractéristiques, et les conséquences physiques, psychologiques et spirituelles que cela nous apporte. Nous devons comprendre que tous les processus de toxicomanie et d'alcoolisme sur cette planète, et en chacun de nous, sont entraînés par un défaut, une force ou une concentration d'énergie négative, si forte qu'elle est en fait un démon. Ce démon est connu sous le nom d'Algol. Algol est l'un des 10 démons les plus maléfiques de la planète Terre. Il représente la tête de Méduse, coupée par Persée. Algol a été le vainqueur du concours parmi les principaux démons de la planète pour être celui qui est à l'origine du plus grand nombre de dégénérescences dans la race. Et il y a quelque chose qui est si commun pour nous aujourd'hui, qui est l'alcool. Mais l'alcool est l'un des moyens les plus rapides d'abaisser notre niveau de conscience et a été utilisé comme un outil pour maintenir la conscience humaine dans un état bas pendant des milliers d'années. Les dictateurs de tous les temps, les tyrans, n'ignorent pas qu'il est plus facile de gouverner et d'asservir une ville de buveurs qu'une ville d'abstinents. Alors, voyons les devises et les caractéristiques qui définissent ce démon, et comment celles-ci se réalisent dans nos vies lorsque nous nous laissons emporter par ce défaut. La première devise de ce démon est « Je suis le propriétaire de la planète ». Et nous pouvons facilement voir que l'alcoolisme est l'une des principales causes d'accidents et de crimes odieux que nous voyons sur la planète. Mais en même temps, nous pouvons aussi voir que nous pouvons le trouver librement partout. Absolument chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, sommes fréquemment confrontés à une situation qui nous amène à consommer de l'alcool, car il est présent dans toute réunion sociale ou professionnelle, lors d'une fête d'anniversaire, lors de repas et, en général, quand on pense à s'amuser et à se détendre, l'alcool est généralement présent. Ainsi, nous voyons avec quelle lenteur et séduction ce démon s'est emparé de la planète, puisqu'en ce moment, il est très rare de trouver quelqu'un qui ne consomme pas d'alcool, même à un degré minime. Et on voit même comment des jeunes, et même des enfants, sont confrontés à la tentation de consommer de l'alcool ou de la drogue. Une autre de ces devises est « Je suis le voleur des atomes solaires ». Et c'est parce que l'alcool et les drogues pourrissent l'énergie créatrice sexuelle, convertissant ces atomes solaires en atomes lunaires involutifs. Ainsi, rendre tout progrès dans le travail intérieur impossible. Une autre de ces devises est « Je suis le père de la corruption et du malheur ». Et c'est tout à fait comme ça, tout sens de l'éthique et de la morale se détend et se déforme après quelques bons verres. On voit aussi que la plus grande cause d'accidents de voiture est représentée par la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. Une autre devise est « Je suis le père de la dégénérescence et du vice ». Et c'est très intéressant à voir, et je pense que c'est une de ces manières subtiles par lesquelles ce démon nous piège, et c'est que nous pensons pouvoir le contrôler. Nous avons tendance à penser que ceux qui tombent dans les vices sont des gens faibles, mais ça n'arrivera pas chez nous. Et c'est ainsi que nous cédons à consommer un peu, puis un peu plus. Petit à petit, nous y prenons goût, et nous commençons à l'incorporer, de plus en plus, dans nos vies. Et cela a tendance à se produire petit à petit, donc nous ne réalisons pas à quel point nous consommons trop souvent de l'alcool, mais c'est devenu normal pour nous. Mais que se passe-t-il?
Comme nous l'avons vu dans les différentes conférences, nous vivons de nombreuses vies en tant qu'êtres humains. Et chaque fois que notre corps physique meurt, nos défauts psychologiques, qui sont ceux qui ont piégé 97% de notre essence, ne meurent pas, mais reviennent dans la vie suivante pour s'exprimer à nouveau en nous, pour continuer à grandir et à devenir plus forts, et à nous soumettre de plus en plus. D'où la nécessité d'arrêter et d'éliminer ces défauts quel que soit le niveau de consommation que nous avons. Peu importe si nous croyons que nous pouvons les contrôler. Avec la drogue et l'alcool, il ne faut pas faire de compromis ou de négociations, il faut les éliminer radicalement. Et une autre de ces devises est « Je suis le destructeur de maisons ». Et il n'est que trop courant de voir comment la violence conjugale est souvent basée sur la consommation d'alcool, comment ce défaut fait ressortir chez une personne ses défauts les plus cruels, capables de blesser, voire de tuer, ceux qu'elle est censée aimer le plus. Il est très important de réfléchir aux conséquences de ce défaut pour se rendre compte que définitivement, c'est la cause de la misère et de la ruine. Et comme le dicte une autre de ses devises, elle empoisonne notre raison jusqu'à ce qu'elle finisse par nous détruire. Voyons maintenant quelques-unes de ses caractéristiques. L'une de ses caractéristiques est qu'il lubrifie la roue du samsara. Comme je l'ai expliqué précédemment, lorsque nous avons créé ces défauts pour la première fois, nous avons généré une récurrence. Et à chaque existence, au même âge, et parfois plus tôt, il se manifestera à nouveau. Et chaque fois que nous nous abandonnons au désir de consommer, ce défaut grandit et se renforce. Et à chaque fois, cela nous soumet davantage, nous asservit davantage, et cela nous détruit plus rapidement, donc cela nous amène à mourir plus tôt. Si nous avons la possibilité dans chaque cycle de 108 existences d'atteindre la réalisation de soi, mais nous n'éliminons pas ce défaut. Ensuite, si dans une existence on meurt à cause de ce défaut à 50 ans, dans la prochaine existence on devient accro plus vite, et on consomme plus, par conséquent, on atteint plus 50 ans, mais déjà à 40 ans on meurt. Et ainsi de suite, nos existences se raccourcissent, et par conséquent, nos possibilités de réalisation de soi s'épuisent plus rapidement. Une autre de ses caractéristiques est qu'il s'insinue partout, toujours tentant. Nous devons commencer à observer et à prendre conscience de la façon dont l'alcool est partout. Même lors d'une fête d'enfants, il n'y a pas de pénurie d'alcool pour les adultes, ce qui donne aux enfants le signal, dès leur plus jeune âge, que boire de l'alcool, c'est bien, et que c'est quelque chose à quoi aspirer, quand ils seront grands. Si nous y réfléchissons, c'est au début de notre vie que la curiosité morbide d'essayer l'alcool s'est installée en nous, car nous avons vu les adultes boire et s'amuser, mais sans nous pas de réaliser les conséquences que cela impliquait. Mais on voit aussi que l'alcool peut être déguisé en quelque chose de très fin et diplomatique. Et nous nous sentons très sophistiqués en buvant des liqueurs chères. Cependant, c'est juste la façon dont ce démon s'habille avec élégance et sophistication, pour se rendre désirable et nous faire sentir que nous avons besoin de lui. Une autre caractéristique intéressante est qu'il semble avoir le talent d'ubiquité. Ainsi, on voit comment partout, peu importe la classe sociale, l'âge, le sexe ou la race, on peut la trouver. Voyons maintenant les conséquences que nous apporte le démon de l'alcoolisme. Au-delà des conséquences physiques et psychologiques que nous apporte ce défaut et qui sont largement connues, comme comment il endommage terriblement le foie, l'ésophage, le pancréas, comment il endommage l'appareil sexuel générant l'impuissance, et comment il amène des malformations congénitales, ou comment cela affecte la capacité de concentration, etc. Voyons les conséquences spirituelles, puisque celles-ci sont, dirons-nous, moins connues. L'une est qu'elle tue les possibilités d'être. Donc, nous voyons que par rapport à la réalisation de soi, qui est notre véritable objectif dans cette existence, ce sera totalement impossible si nous n'éliminons pas radicalement le défaut de l'alcoolisme, puisqu'il ne nous permet pas d'avancer dans le travail intérieur, car il nous empêche d'avancer dans le travail avec les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Étant donné que l'alcool endommage notre énergie sexuelle, il ravive pour cette raison des défauts morts. En d'autres termes, chaque fois que nous consommons de l'alcool, nous perdons les progrès que nous réalisons dans la mort psychologique. Et comme cela nuit à notre énergie sexuelle, cela nous empêche d'atteindre la chasteté, et plus encore, cela nous conduit aux pires choses viles dans le sexe, car ce défaut cède la place à l'expression de nos plus lourds défauts de luxure. Une personne qui boit tombe beaucoup plus facilement dans la fornication, l'adultère, voire la promiscuité, les orgies et les pratiques sexuelles auxquelles peut-être il ne consentirait jamais, s'il avait été sobre.
On voit aussi comment cela émousse les sens, comment le moral se détend, et en état d'ébriété, on se laisse plus facilement influencer par n'importe quelle suggestion. Ce défaut augmente la faiblesse, donc il nous prive de cette force révolutionnaire qui nous amène à renier nos désirs. Sous l'influence de l'alcool, on tombe facilement dans la mauvaise volonté, et on cède plus facilement à la tentation de n'importe quel défaut, de n'importe quelle sorte. Mais cela stimule aussi la fantaisie, et pour cette raison, la personne ne voit pas la vie objectivement, elle ne voit même pas les conséquences de ses actes, elle se laisse emporter par le plaisir, sans réfléchir à la façon dont cela ruine et raccourcit sa vie. En plus de réduire leurs propres possibilités de croissance spirituelle. Ce défaut développe l'irresponsabilité et le non-respect. Cela affaiblit également le sens éthique. Elle détruit la part humaine de l'individu, elle l'animalise. Et pour retrouver cette sensibilité, ce contrôle sur son propre esprit et ses émotions, la personne doit se purifier et travailler sur elle-même. Il faut comprendre que les conséquences du plaisir sont toujours la douleur, inévitablement. Et si nous n'apprenons pas à nous priver des plaisirs que nous procure l'alcool, rien ne nous empêchera d'affronter la douleur de ses conséquences physiques, mentales et spirituelles. Il y a quelques avertissements importants à garder à l'esprit par rapport à ce défaut psychologique. La première est que nous devons être radicaux. On ne peut pas penser à le quitter petit à petit, en pensant que l'on pourra consommer moins, ou seulement lors d'occasions particulières. Comme ce démon est très traître et quand on s'y attend le moins, il nous poignarde dans le dos, nous faisant tomber plus bas qu'avant. Et quelque chose de très important est que si nous enseignons cette connaissance à d'autres personnes, nous avons la responsabilité de donner l'exemple aux personnes qui écoutent nos enseignements. Avec ce démon, il n'est pas possible de faire des compromis ou des arrangements d'aucune sorte. Alors, pour éradiquer ce défaut il faut être radical, pas une goutte de plus. Maintenant, nous allons parler un peu de la drogue, et ensuite, nous allons vous expliquer les étapes concrètes pour éliminer ces deux défauts de manière radicale. Le fléau de la drogue est encore plus fort que l'alcoolisme. Comme cela produit beaucoup plus de plaisir chez la personne, les conséquences sont aussi plus fortes, et sont perçues à plus court terme. Les gens deviennent accros beaucoup plus facilement, et lorsqu'ils veulent arrêter, ils se sentent totalement faibles face à ce défaut. Ils essaient à plusieurs reprises et tombent à nouveau, et chaque échec à cesser de fumer réaffirme cette faiblesse. Pour comprendre qu'il est tout à fait possible pour chacun de nous de se débarrasser de la drogue, peu importe à quel point nous sommes accros ou depuis combien de temps nous en consommons, il est important de comprendre le dédoublement psychologique. Il est important de vérifier qu'il y a deux hommes en nous. L'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur est cette manière d'être égoïque avec de multiples attitudes et réactions avec lesquelles nous nous exprimons couramment dans ce monde extérieur, qui n'est rien de plus qu'une marionnette mue par des ficelles invisibles qui sont chacun de nos défauts psychologiques. L'homme extérieur représente notre faiblesse, celui qui se sent toujours mal payé, qui s'apitoie sur lui-même, qui s'estime trop, et se sent faible devant ce ou n'importe quel défaut. Nous pensons que cet homme extérieur est tout ce que nous sommes, mais le dédoublement psychologique nous montre la réalité de l'homme intérieur. L'homme intérieur est notre être authentique, il est traité dans d'autres lois très différentes, il ne pourra jamais être transformé en robot par les défauts psychologiques. Lorsque nous parvenons à découvrir et à reconnaître en nous ce guerrier particulier, cette source de force, de sagesse et d'amour qui réside dans la conscience de chacun de nous, alors nous essayons d'agir dans la vie, selon les principes fondamentaux que nous portons profondément au sein de notre être. Pour notre être, éliminer le défaut psychologique de la drogue ou de l'alcool n'est pas difficile, notre être comprend que ces défauts ont piégé une grande partie de notre conscience et de notre sagesse, et que les affronter et les éliminer, se traduira par une grande force et un encouragement pour le travail intérieur. Puisque nous sauverons tous les encouragements que nous avons actuellement pour nourrir le défaut en nous refusant au désir, et en imposant la volonté de la conscience sur la volonté du défaut. Ainsi, nous allons sauver le feu et l'esprit, qui étaient auparavant sujets au défaut, mais qui maintenant vont travailler à la conscience et à la libération de toute notre conscience. Et toute la compréhension et la sagesse que nous sauvons nous aideront à aider les autres à sortir de cet esclavage. Puisque chaque défaut que nous comprenons et éliminons nous apporte une sagesse, qui est notre propre sagesse, c'est une connaissance de soi. Et celui qui a éliminé ses défauts, peut plus facilement aider les autres à s'en sortir. Si nous ne reconnaissons pas cette partie supérieure divine en nous-mêmes,
il nous sera difficile de faire face à celle-ci et à tout défaut. Nous nous sentirons faibles, incapables. Pour que cet homme intérieur, que nous portons tous à l'intérieur, commence à se manifester, nous devons d'abord être capables de reconnaître notre propre néant et notre misère intérieure. Et cela se produit lorsque nous avons le courage de revoir notre vie, de regarder et de faire face à nos propres erreurs. Et nous devons aussi développer la foi consciente, qui est la foi qui s'obtient par la pratique et l'expérience directe de cette connaissance. Découvrir et expérimenter une réelle connexion avec notre être, avec cette partie supérieure en nous-mêmes, nous permettra de connaître et de différencier une véritable expérience spirituelle supérieure de ce qui se passe lorsqu'une personne prend de la drogue. Lorsqu'une personne prend de la drogue entre dans un état de conscience altéré, bien qu'elle puisse penser que c'est quelque chose de supérieur, quelque chose de conscient, ce n'est pas le cas. Il ne sera jamais possible de se connecter avec les parties supérieures de notre conscience, dans un état d'hallucination hypnotique, ce que produisent les drogues. Regardons ça. Dans les années 60, l'ère du Verseau a commencé sous la régence d'Uranus. Depuis, l'onde dionysiaque vibre intensément dans toute la nature. On peut définir Dionyso ainsi, transmutation volontaire de la libido sexuelle. Extase mystique transcendantale. Cependant, il est évident que les terriens, pour la plupart, ne pourraient pas se polariser positivement avec une telle onde. Le pôle positif dionysiaque apporte le plaisir sexuel subliminal, la transmutation volontaire de l'entité séminale, la conscience éveillée, la connaissance objective, l'intuition superlative, la musique transcendantale des grands maîtres classiques, etc. Tandis que le pôle négatif dionysiaque apporte la dégénérescence sexuelle, l'infrasexualisme en tout genre, l'homosexualité, le lesbianisme, les plaisirs démoniaques dans les mondes infernaux à travers la drogue, les champignons, l'alcool, la musique infernale, etc. Arrivé à cette partie, il devient nécessaire pour nous de différencier l'ivresse dionysiaque, qui ne s'obtient que par la méditation, et qui est ce qui nous permet d'expérimenter l'extase, le samadhi, et ceux-ci sont évidemment essentiels lorsqu'il s'agit d'expérimenter ce qu'est la vérité et le vrai. Une telle exaltation est 100% possible grâce à la technique de méditation. Il faut le différencier du psychédélisme. Le psychédélisme est le contraire. Le psychédélique est l'antithèse de la méditation. C'est un état d'altération négative de l'état de conscience, où des vibrations infradimensionnelles sont perçues. C'est-à-dire que les expériences vécues à travers le psychédélisme viennent des dimensions inférieures et ne viennent jamais des dimensions supérieures, ni de la partie spirituelle de notre intérieur. L'enfer de la drogue est à l'intérieur de la planète où nous vivons, sous l'épiderme même de la croûte terrestre. Les champignons hallucinogènes, les pilules, le LSD, la marijuana, l'ayahuasca, le peyote, etc. intensifient évidemment la capacité vibratoire des pouvoirs subjectifs, mais il est évident qu'ils ne pourront jamais provoquer l'éveil de la conscience. Méditation et psychédélisme sont incompatibles, opposés, antagonistes, ils ne pourraient jamais se mélanger. En plus de cela, la consommation de drogue nous amène de nombreuses conséquences terribles. Nous verrons qu'il nous apporte les mêmes conséquences de l'alcoolisme, mais en plus de cela. En relation avec le corps physique, ils affectent l'appareil sexuel, amenant la personne à atteindre rapidement l'impuissance sexuelle. On voit aussi à quelle vitesse le corps physique dégénère et se détruit, puisqu'un jeune homme qui commence à se droguer, en peu de temps, devient un vieil homme décrépit. Les drogues modifient fondamentalement les gènes sexuels, et cela est déjà prouvé scientifiquement. Si nous jetons un coup d'œil au corps vital ou éthérique, le corps vital d'une personne ordinaire semble resplendissant, brillant. Par contre, chez un toxicomane, ça s'estompe, cette partie vitale se désagrège, ça perd de son éclat, jusqu'à ce qu'il finisse par ressembler à un cadavre. Nous savons que le corps vital est ce qui vitalise ou donne la vie et répare le corps physique au moment où le corps se repose ou dort. Si nous perdons la partie vitale, il est logique que nous soyons en bordure du cimetière. Si nous allons dans la 5e dimension, nous voyons le corps astral du toxicomane se promener comme un idiot, comme un fou qui se déchaîne. Et si nous regardons à l'intérieur de ce corps astral, ce que nous appelons l'ego, les démons que nous portons en nous, ils sont dans un grand festin. Pourquoi? Parce qu'à travers les drogues, nous alimentons ces éléments psychiques que nous devrions détruire. La drogue est leur nourriture. En outre,
de terribles dommages peuvent être observés dans le corps mental. Étant donné que les rayons alpha sont annihilés, la connexion intrinsèque entre l'esprit et le cerveau est perdue et la personne perd la capacité de se concentrer. Si nous examinons le cerveau d'un toxicomane, nous pouvons voir le tissu cérébral du corps mental complètement détruit. Et dans le corps causal, nous pouvons voir comment l'essence subit les conséquences des drogues, puisque la conscience est vue émoussée, comme un ivrogne cherchant où tomber. Ici, nous pouvons voir non seulement les dommages tridimensionnels, mais aussi les dommages internes que la drogue cause à une personne qui se consacre à sa consommation. C'est sérieux. Après avoir vu en détail les caractéristiques et les conséquences de ces deux défauts psychologiques, voyons comment nous pouvons les éliminer. La première étape pour éliminer ces défauts est d'avoir le désir et le courage de le faire. Il est impossible de forcer quelqu'un qui ne veut pas abandonner l'habitude à arrêter. Alors, pour que quelqu'un enlève vraiment ses défauts de manière définitive, il faut qu'il ressente le désir de changer, le désir de travailler sur lui-même et de parvenir à sa propre auto-réalisation. Ensuite, si la personne souhaite changer et sortir de la situation dans laquelle elle se trouve, elle devrait commencer par s'auto-observer, afin de découvrir en soi chacun des désirs et des émotions qui sont liés à l'alcool ou à la drogue. Rappelons-nous que l'auto-observation consiste à toujours diriger notre attention vers nous-mêmes, à découvrir les défauts qui veulent se manifester en nous. Ainsi, la personne doit auto-observer chaque désir que ces défauts lui font ressentir. Ils doivent maintenir une veille constante pour observer et découvrir chacun de ces désirs, mais aussi ces émotions de déplaisir, d'anxiété et de désespoir, qu'ils provoquent chez eux pour les affaiblir et qu'ils acceptent de consommer. Ils doivent également observer chacune des justifications de l'alcool ou de l'usage de drogue, telles que « c'est la dernière fois »,« encore un et c'est tout »,« je vais seulement accompagner cette personne, mais je ne vais pas boire ni consommer »,« c'est seulement pour cette occasion, parce que c'est une occasion spéciale ». Celle ou l'une des milliers de justifications avec lesquelles le défaut peut parler à notre esprit pour qu'on lui cède et le nourrissions. Et ils doivent aussi observer chacun des actes de malveillance pour faire ce que veut le défaut. Il faut rester vigilant pour observer constamment tout cela. Et pour chacune des découvertes qu'ils font par l'auto-observation, ils doivent supplier leur mère divine particulière d'éliminer le détail, le désir, la sensation ou la pensée, par rapport à ces défauts, qu'ils ont à ce moment-là. Nous allons refuser de faire la volonté du défaut. Et si nous ne satisfaisons pas le défaut, et faisons le processus de la mort psychologique chaque fois que le désir surgit, dans un temps relativement court, nous commencerons à dominer ce défaut psychologique. Maintenant, si la personne est trop accro, si elle sent que le défaut est trop fort, elle peut faire la pratique de la négociation avec la loi, que nous avons apprise dans la dernière conférence, loi du karma et du dharma. Et dans cette négociation, il va demander que le défaut soit emprisonné, et il va s'engager à travailler sur ce défaut avec la mort psychologique tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Et il pourrait aussi s'engager à aider les autres, en leur donnant cette connaissance, afin qu'ils puissent aussi se libérer. Lorsque le défaut est emprisonné à l'intérieur, il se manifeste chez la personne dans une portion minimale, afin qu'elle puisse y travailler. Et dans la mesure où ils réfléchissent, comprennent, éliminent et refusent de faire la volonté du moi, ils gagneront en force. Ensuite, une autre partie du défaut sera libérée, puis une autre, jusqu'à ce qu'elle soit complètement éliminée. Cette pratique est fortement recommandée dans ces cas. Une autre recommandation, et qui me semble très importante, est de sortir du cercle d'amis avec qui on a l'habitude de boire ou de se droguer. Car pour éliminer ce défaut, nous aurons besoin de toute notre volonté, et si nous continuons à fréquenter les mêmes lieux, et les mêmes personnes avec qui nous consommons, nous serons constamment confrontés à la tentation. Au début, nous pourrions croire que nous serons seuls, mais ce n'est pas réel. En éliminant ces défauts, notre niveau d'être s'élèvera, et donc, par loi d'affinité, tout comme avant nous attirions autour de nous des ivrognes et des toxicomanes, maintenant nous attirerons des personnes avec une vibration plus élevée. Et quelque chose qui aide beaucoup à détoxifier le corps et à régénérer les neurones, ce sont les pratiques des danses des derviches et la pratique de la sublimation de l'énergie. La danse des derviches sont des exercices qui nous aident à décharger et à détoxifier le foie, ainsi qu'à aligner les trois cerveaux. Nous verrons cette pratique dans des conférences ultérieures.
La sublimation de l'énergie est la pratique qui consiste à couvrir la narine droite en inspirant, en imaginant comment l'énergie monte de la gonade sexuelle droite, comme on le voit sur le graphique, jusqu'au cerveau, et on expire par la bouche. La narine gauche est ensuite recouverte et, à mesure que nous inspirons, l'énergie monte de la gonade gauche vers le cerveau et est expirée par la bouche, et cela se répète pendant un maximum de 10 minutes. Pour tirer le meilleur parti de ces pratiques, il est bon de les faire aux petites heures du matin, car l'air est plus pur. Il est bon de sortir dans un espace ouvert, comme un parc, et d'être accompagné par quelqu'un. Et à mesure que nous récupérons, si nous avons un partenaire, il est important de commencer à pratiquer la transmutation sexuelle, à commencer à régénérer le corps physique avec de l'énergie sexuelle, tout en travaillant sur la mort psychologique, en éliminant tous ces détails qui nous asservissaient autrefois. Une autre chose très importante est de comprendre qu'en général, la cause de la chute dans les vices est l'oisiveté. Comme le dit le vieil adage, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Par conséquent, il est important d'occuper notre temps dans des choses constructives. L'une des façons d'entrer dans l'occupation illimitée est le sacrifice pour l'humanité. Si la personne qui se régénère aide les autres à éveiller leur conscience, par loi de correspondance, elle aura le droit d'être aidée intérieurement. Et enfin, quelque chose de très important que nous devons faire est de méditer sur ses défauts. Ainsi, nous devons investir une partie de notre temps quotidien dans la méditation réflexive. Tout au long de la journée, nous travaillerons avec la mort psychologique, éliminant les désirs, les justifications et la mauvaise volonté, nous refusant ainsi de tomber dans les désirs du défaut. Et aussi, nous consacrerons quelques heures chaque jour à réfléchir, à méditer sur les différents moments de notre vie où ces défauts se sont manifestés en nous. Ainsi, nous apporterons à la méditation ces scènes vécues avec ces défauts pour continuer à trouver plus de leurs détails, et nous pourrons approfondir sur le défaut en nous demandant des choses comme: jusqu'où ce défaut m'a-t-il mené? Que ce soit l'alcoolisme ou la drogue. Comment a-t-il endommagé mon corps physique? Comment cela a-t-il endommagé ma relation avec ma famille, avec mes amis, avec le travail, avec les autres en général? Mais surtout, en quoi cela a-t-il endommagé la relation avec mon être intérieur, avec ma conscience? Aussi, nous devons réfléchir au nombre de conflits psychologiques que le défaut nous a apportés dans cette existence, et comment il a influencé notre dégénérescence. Nous allons commencer à réfléchir sur toutes ces choses afin d'extraire de plus en plus de détails et de les éliminer, et d'arriver à de plus en plus de compréhension, et d'avoir plus de force pour faire face à ces défauts. Lorsqu'une personne se rend compte de tous les dommages que la consommation de drogue ou d'alcool lui a causés, comment la drogue ou l'alcool a endommagé son appareil sexuel, lui causant l'impuissance, comment elle a endommagé son corps physique et brûlé ses cellules cérébrales, comment la drogue ou l'alcool a rendu lui faire perdre sa compagne, sa famille, etc. Cela lui donne un profond besoin de supprimer ces défauts de son monde intérieur. Et rappelons-nous que l'important est d'agir dans la vie selon les principes fondamentaux que nous portons au plus profond de l'être. Et ceci a été la conférence d'aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles. Comme toujours, je vous invite à la prochaine conférence dans laquelle nous parlerons de la différence entre l'ego, la personnalité et l'essence. Dans cette conférence, vous apprendrez à différencier quand en vous agit l'ego, quand la personnalité, et quand l'essence pourrait se manifester en vous. Et cela vous aidera beaucoup à améliorer votre capacité d'auto-observation. Ne manquez pas ce sujet intéressant. Jusqu'à la prochaine fois.